Merci à toutes les deux, mesdames. Alors, comment ne pas terminer cette conférence sans évoquer la vaccination et l'accès au vaccin, plus précisément, chez nous, mais également dans le reste du monde. Pour certaines personnes, dans certaines régions, la situation est bien moins évidente qu'en Europe. C'est une réalité dont nous allons parler avec Marie-Paule Chieni, qui est notre conférencière invitée, et avec Philippe Sansonetti. Philippe, la parole est à vous. Oui, le terrain a été préparé, en particulier dans le dialogue précédent concernant la vaccination. C'était un point critique et on a vu jusqu'à présent à quel point l'épidémie de Covid-19 peut créer, aggraver des inégalités. Et alors que la vaccination devient, comme on l'a dit au début, au fond, l'élément, le paramètre essentiel du contrôle de cette épidémie, est-ce qu'on va voir aussi, et on est sûr d'ailleurs dès maintenant de le voir, et c'est toute la problématique, une inégalité dans la capacité d'accès des populations, de certaines populations, en particulier des populations du Sud, à la vaccination. On a vu à quel point, et de façon presque frénétique, s'est développée une forme nouvelle de nationalisme ces derniers mois, qu'on pourrait appeler le nationalisme sanitaire. Et il est clair que le parent pauvre dans cette situation va être les pays dont les systèmes de santé sont les plus fragiles, à la fois pour l'achat, la capacité d'achat de vaccins, la capacité de transport, la logistique complexe, en tout cas à ces stades, la distribution, l'accessibilité des populations. Donc se pose véritablement un sujet majeur dès maintenant. On a vu bien souvent le manque d'anticipation dans les étapes suivantes. Là, on voit se dessiner très bien la problématique et la façon dont elle doit être prise en compte, bien entendu, doit être traitée et proposée par des personnes comme Marie-Paule Chieni. Marie-Paule Chieni est virologue, une spécialiste de la vaccinologie, experte en santé publique. Elle a dirigé le département d'innovation vaccinale à l'Organisation mondiale de la santé et est actuellement directrice de recherche à l'INSERM en France et présidente du conseil d'administration de la Drugs for Neglected Diseases Initiative, qui est la fameuse DNDi. Elle a reçu le prix international 2018 de l'INSERM. Donc Marie-Paule, je te laisse la parole sur cette problématique de l'inéquité possible ou de l'inégalité de l'accessibilité des populations au vaccin. Merci beaucoup Philippe et merci beaucoup à vous tous. Je suis vraiment très honorée d'être reçue par ces deux augustes assemblées. Donc, quand on parle d'accès au vaccin dans le monde ou chez nous, en fait, il faudrait savoir ce qu'on cherche à obtenir comme effet. Quand on parle d'accès au vaccin, il faut essayer de comprendre d'abord quel est le but de la vaccination, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs objectifs. Alors, on peut dire pour la Covid, il y a en gros deux objectifs qu'on peut essayer de dégager. Un qui est de réduire la mortalité et la morbidité. Effectivement, pour espérer que les gens qui sont les plus vaccinés, ceux qui ont le plus de risques de faire une forme grave. Et l'autre objectif, qui est un objectif bien sûr plus ambitieux, mais plus difficile, serait d'arrêter la transmission. Alors, choisir un ou l'autre de ces objectifs a bien sûr des conséquences très importantes sur les personnes qu'on va vouloir cibler. Si on veut diminuer la morbidité et la mortalité, eh bien on va vouloir cibler ceux qui sont le plus à même de faire une forme grave, donc c'est-à-dire essentiellement les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Et là, on se trouve dans quelques dizaines de pourcentages de la population, disons. Alors que si on veut arrêter la transmission par ce qu'on appelle l'immunité de population, là, on va vouloir cibler beaucoup plus. Et est-ce possible? Alors, comment peut-on arriver à l'immunité de population? Eh bien, très certainement, si on pouvait y arriver, ce serait une conjonction de deux facteurs. Un, qui est l'immunité naturelle, en fait, qui se développe dans la population parce que il y a un pourcentage de personnes non négligeables qui a déjà été infectées et on s'accorde à penser que cette infection les a protégés à un certain niveau. Alors combien de temps, on ne le sait pas non plus. Il y a un papier qui vient de sortir des Britanniques qui semble indiquer une protection autour de 85% chez les personnes qui ont été infectées pendant au moins 5 mois, c'est le recul qu'on a. Donc, mais il y a cette immunité-là.
et l'autre est donc l'immunité qui serait donnée par la vaccination. Alors, il y a un autre article qui a été publié il y a quelques mois déjà aussi en Angleterre, qui est de modélisation par Anderson, qui montrait que si on voulait arrêter la transmission grâce à la vaccination, et là la modélisation c'était de la vaccination seulement, il faudrait avoir des vaccins qui sont presque totalement efficaces, 95% et plus. Il faudrait vacciner qu'il y ait une immunité dans 95% de la population et que cette immunité dure la vie ou presque la vie des individus. Alors on en est loin, on en est évidemment loin, et cela montre que l'objectif d'interrompre la transmission du virus actuellement et donc se débarrasser complètement de la pandémie de SARS-CoV-2 est un objectif qui n'est absolument pas atteignable en ce moment. Ce qu'on voit aussi, on voit les limites de ce que peut faire l'immunité de population, puisqu'on voit le cas de Manaus au Brésil, qui a beaucoup souffert d'une première vague et qui a atteint des chiffres autour de 70% de la population, tout le monde pensant que cela allait réduire leur susceptibilité à la deuxième dose, à la deuxième vague, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, quand on parle de 70% d'immunité de population, cela cache des inégalités très grandes entre certaines strates d'âge ou socio-économiques qui peuvent avoir des taux d'infection beaucoup plus élevés et d'autres qui peuvent avoir des taux d'infection beaucoup plus basses. Et dans le résultat, c'est que, en fait, Manaus souffre de façon très importante de la deuxième vague, malgré un taux d'immunité de sa population générale, mais une moyenne assez élevée. Alors, donc, du coup, qui vacciner? Alors, l'OMS, dans son rôle normatif, en utilisant un comité qui s'appelle SAGE, a essayé de tracer quelques lignes pour guider donc les États membres de l'OMS, donc tout le monde, dans le choix des stratégies de vaccination. Alors, d'abord, mettons sur la table donc un certain nombre de principes. Donc, l'OMS a voulu pousser comme valeur le bien-être, donc ça veut dire des considérations de maladie, de mortalité, etc., des valeurs de respect qu'on doit aux populations, telles qu'elles soient, des valeurs d'équité et aussi une valeur éthique de réciprocité. Alors, basée sur ces valeurs, elle a proposé 3 rationnels en fait pour la vaccination. Alors, le premier, est donné comme exemple, il y en a plus, mais les 3 exemples qui ont été donnés par l'OMS, c'était le premier de vacciner en priorité, la première priorité serait de vacciner les personnels de santé à risque. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons. C'est une raison pragmatique en disant ce qu'on voit comme problème, c'est que les systèmes de santé ne tiennent pas le coup. Donc on voudrait protéger le système de santé en protégeant les travailleurs de santé. Et l'autre est un principe éthique aussi de réciprocité en disant ils mettent leur vie et celle de leur famille à risque en s'occupant des personnes infectées par le Covid. Donc nous leur devons de les protéger. Alors ça c'est un premier rationnel. Un deuxième serait de vacciner en priorité les groupes socio-démographiques à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités sous-jacentes, les personnes qui sont désavantagées. Donc ça, c'est un deuxième type de rationnel. Et le troisième groupe de rationnel étant donc celui qui ciblerait des groupes en raison de leur caractère socio-économique. Et là, on pourrait vouloir dire qu'on veut continuer à faire fonctionner le pays, son économie, etc. Et donc là, on essaierait de cibler aussi les travailleurs essentiels, disons, qui aident et à préserver l'économie. Donc, il y a de nombreux rationnels différents qui peuvent entrer en compétition et qui, dans différents pays, jouent à différents niveaux. L'OMS aussi considérer différentes conditions épidémiologiques. Alors, parmi les conditions épidémiologiques qu'a considéré l'OMS, il y a donc celle où la transmission est généralisée dans la communauté, et c'est celle-là que je vais décrire un peu plus parce qu'en fait, dans beaucoup de pays, c'est le cas. Mais il y a aussi des conditions épidémiologiques où il y aurait seulement des cas sporadiques, et même des conditions où il n'y aurait pas de cas du tout. Et là, ça amène, si on veut protéger la population, à faire des choix de qui vacciner, qui sont très différents. Alors,
c'est difficile de voir à quel point on peut utiliser ces conditions pour guider le choix de la vaccination, puisqu'effectivement, l'évolution de l'épidémie n'est pas connue et on peut très bien, et on a vu que dans certains pays où l'épidémie semblait contrôlée, comme au Japon, on a tout d'un coup une vague épidémique importante, etc. Donc, et les campagnes de vaccination prennent du temps. Donc, les pays qui vont avoir des cas sporadiques vont vous dire, écoutez, moi, je pense que c'est pas raisonnable de penser que je vais arriver à maintenir cet état et donc je veux vacciner plus largement comme les pays dans lesquels il y a transmission du virus assez largement dans la communauté. Alors, revenons donc aux recommandations de l'OMS, et après ça, je vais parler de la France et de l'Europe et du monde en général. Donc, en se basant pour les pays où la transmission est active dans la communauté, l'OMS propose une vaccination en plusieurs étapes. Alors, la première étape, qui touche entre 1 et 10% de la population, verrait dans cette première étape en priorité 1A, donc les travailleurs de santé du système de santé qui sont le plus à risque, et en 1B, les personnes les plus âgées. Alors, il faut savoir, l'OMS dit entre 1 et 3%, parce qu'effectivement, comme vous savez, 3% de la population, ça ne couvre pas tous les travailleurs de santé en France, par exemple, mais il faut même pas 1% pour couvrir les travailleurs de santé en Guinée, par exemple. Donc, la même façon, les personnes très âgées, la proportion des personnes très âgées n'est pas la même au Japon et en Afrique. Donc, ce sont des moyennes. Mais bon, pour l'étape 1, l'OMS, pour les pays où la transmission est très active, propose entre 1 et 10% les travailleurs de santé à risque et les personnes très âgées. Alors, dans leur étape 2, ils proposent de cibler en priorité les risques de comorbidité associés à une condition socio-démographique. Et donc, ils préconisent là-dedans de continuer, bien sûr, à avoir les travailleurs de santé, ceux qui ont qui sont à un risque moyen, puisque les risques les plus hauts risques auraient déjà été couverts pendant l'étape 1, et propose d'autres professions et d'autres personnes, donc les enseignants qui seraient particulièrement à risque, et les personnes, même en n'étant pas très âgés, qui auraient des comorbidités. Donc, selon l'OMS, et ça couvrirait entre 11 et 20% de la population selon les pays. Alors, dans l'étape 3, l'OMS propose donc une extension de ces populations qui auraient été ciblées dans l'étape 1 et 2, et rajouter les femmes enceintes et rajouter les travailleurs essentiels, si on peut dire, par exemple, les travailleurs dans les usines qui fabriquent des vaccins ou des médicaments, etc. Et enfin, une étape ultérieure où tous les autres qui voudraient être vaccinés pourraient être vaccinés. Alors tout ça, c'est dans le plan de l'OMS, mais à quel point est-ce que c'est suivi dans le monde? Alors je pense que en pratique, quand on regarde ce qui se fait un peu partout, il y a un accord général sur le fait que ce type de priorisation semble raisonnable. Mais il y a, comme ça a déjà été mentionné, il y a une tension entre les enjeux nationaux et les enjeux globaux, internationaux, et on voit bien que en fait, les gouvernements dans tous les pays sont tiraillés d'un côté ou de l'autre. Alors, on voit ceux qui étaient là pour dire mon pays d'abord, évidemment. Après ça, il y a ceux qui disent oui, l'égalité, l'équité sont importants, comme en France où le président Macron a d'abord dit que le vaccin devait être un bien public mondial. Et donc, les gouvernements doivent gérer ces deux aspects, à la fois être des bons citoyens au niveau mondial et aussi répondre aux demandes de leur propre population qui est anxieuse, parce que c'est vrai qu'il faut avouer que cette pandémie est anxiogène. Alors en partie anxiogène d'ailleurs en raison du traitement dans les médias. En France, c'est absolument terrible. On ne peut pas ouvrir une page d'information sans qu'on entende parler du Covid. C'est un peu moins le cas en Suisse, bien que la situation épidémiologique soit en fait pire qu'en France. Je ne sais pas trop comment c'est en Belgique. Mais donc la population aurait du mal
mal à comprendre ou à accepter que les pays laissent complètement aller le vaccin et ne veuillent pas les vacciner eux, et à la fois une considération plus humanitaire. Alors, en dehors de ces tensions entre les enjeux nationaux et globaux, qui est d'ailleurs, je voulais le mentionner, je viens de l'oublier aussi, mise en évidence par un article qui a été publié il y a quelques mois maintenant déjà, par des éthicistes essentiellement américains d'ailleurs, qui faisaient un plaidoyer en fait que les vaccins devraient en fait absolument être réservés quasiment aux pays pauvres dans une première instance, parce que c'est eux qui souffrent le plus et qui sont les plus désavantagés. Alors c'est un plaidoyer qu'on peut toujours faire, mais à mon avis qui a peu de chances d'être entendu à cause justement de la tension nationale. Il y a une deuxième tension, et je reviens donc à ce que j'ai dit au début, entre les objectifs de la vaccination. Entre ceux qui disent il faut essayer de réduire la mortalité et la morbidité, et ceux qui disent non, il faut aussi essayer de réduire la transmission le plus possible parce qu'on en a marre de la pandémie et on veut pouvoir vivre normalement. Et donc qu'il faut, au-delà de ce premier objectif, donc morbidité et mortalité, qu'il faut le plus vite possible embarquer sur une stratégie de réduction de la transmission pour remettre en marche la vie normale et l'économie, etc., etc. Donc évidemment, le problème est que si suivre une ou l'autre de ces stratégies, en fait, s'accompagne d'une disponibilité nécessaire de vaccins très différents, puisqu'on est en train de parler à quelques dizaines de pourcents d'un côté et à presque 100% de l'autre. Alors, où en sommes-nous en Europe et en France? Alors, tout d'abord, d'un point de vue de l'approvisionnement. Alors, il y a une chose qui a été bien faite par l'Europe, je dois dire. Cette fois-ci, ça a été que les pays se mettent ensemble. Et comme vous le savez, d'abord la France a commencé à négocier des vaccins avec quelques pays, avec 3 autres pays qui étaient donc à ce moment-là les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Cette alliance a été très vite dépassée, et puisque 3 autres pays sont rentrés, c'était donc la Suède, l'Espagne et la Pologne, et ces négociations ont très vite été placées sous le contrôle sous la houlette de la Commission européenne, et la Commission européenne s'est bien débrouillée avec ça, puisqu'elle a proposé aux pays de payer les pré-réservations, et donc chaque pays, faisant attention à son portefeuille, se sont vite rangés sous la houlette de la Commission européenne. Donc ceci fait qu'à la place d'avoir une compétition entre eux, qui aurait sûrement été féroce et qu'on avait vu lors de la pandémie de grippe, les pays européens se sont rangés comme je disais, sous la houlette de la Commission européenne et ont donc négocié ensemble, ce qui leur a permis de négocier des prix plus importants et meilleurs, des prix meilleurs que ceux qui ont été négociés ailleurs, notamment aux États-Unis, et d'obtenir une quantité de vaccins importante, ou au moins des prévisions de vaccins importants. Alors, en France, la stratégie est définie par la haute autorité de santé. Alors, les vaccins sont autorisés pour leur utilisation par l'Agence européenne du médicament, puis en France, c'est l'ANSM qui autorise pour le pays, et ensuite, c'est le rôle de la haute autorité de santé. Alors, la haute autorité de santé a regardé, bien sûr, et regarde aussi les priorités de l'OMS, un groupe conjoint entre le Conseil scientifique français, le groupe CARE qui n'existe plus, et le comité scientifique vaccin que je préside, a sorti une note qui a été publiée le 9 juillet qui proposait des priorités note qui est aussi plus ou moins prise en compte par la autorité de santé. Alors le problème qu'on a, c'est en France, à mon avis, c'est que la HAS a fait des tranches beaucoup trop fines. C'est-à-dire, elle a dit, notre première priorité, c'est les gens qui sont dans les EHPAD. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique, mais ce sont les personnes âgées dépendantes en milieu spécialisé. Le problème, c'est qu'on a des problèmes éthiques et logistiques à les vacciner, parce qu'il faut avoir des autorisations, parfois écrites, de la famille, etc. Donc, en fait, la campagne de vaccination en France a commencé extrêmement lentement et ça fait beaucoup de controverses, et ceci à cause de cette tranche beaucoup trop étroite.
la priorité qu'on avait proposée était de prendre les 75 ans et plus, et parmi cette population, il y a beaucoup de gens valides d'ailleurs, et très actif, et on aurait pu démarrer plus tôt. Alors, à la suite de cette controverse, finalement, un retournement de situation en France, maintenant ce sont en même temps, on continue à faire les EHPAD, mais les travailleurs du système de santé de plus de 50 ans, ou ceux qui ont des comorbidités, qui sont priorisés. Et puis récemment, un retour en arrière. Alors, ils restent toujours priorisés, mais on a maintenant peur que ce soit eux, donc les travailleurs du système de santé qui mangent tout le vaccin. Donc, retour en arrière. Maintenant, on a non seulement eux, mais aussi les personnes âgées dans les systèmes accueillis dans des institutions spécialisées, les personnes avec des conditions médicales, il y a toute une liste maintenant qui est sortie, et donc, d'ailleurs, je vois maintenant que dans les nouvelles priorités, les personnes de 90 ans ou 80 ans qui sont pas institutionnalisées n'apparaissent même plus dans les priorités. Donc, on essaye de faire des priorisations extrêmement fines parce qu'on sait qu'on n'a pas tout à fait assez de vaccins maintenant, et donc ça finit par créer des allers-retours et beaucoup de confusion. Aussi parce que je dois dire, et ça c'est peut-être un côté d'un point de vue éthique aussi à considérer, qu'on a une approche qui est très top-down. On attend que ce soit les médecins qui contactent les personnes, qui leur envoient un bon de vaccination, etc. Et qu'on a pris du temps à considérer qu'en fait, il faut prendre les personnes de tous âges comme des personnes responsables et autonomes, et qu'on peut ouvrir un peu plus une approche qui est bottom-up, où les gens s'inscrivent et indiquent leur volonté d'être vaccinés et à quel groupe socio-démographique ils appartiennent, et puissent avoir donc une approche proactive. Alors, maintenant, où allons-nous en Europe? La présidente de la Commission a fait une annonce en disant qu'il y aura du vaccin pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute pas pour les enfants, parce que pour le moment, aucun vaccin n'est enregistré pour les moins de 16 ans. Mais pour tous les autres, quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut aller vers la transmission? Quoi du variant? Donc, on ne sait pas trop, et je crois que ce n'est pas clair dans les esprits de tout le monde. Alors, d'un point de vue global, alors, ce qui a été créé et mis en place, c'est une initiative qui s'appelle ACT-A pour accélération de l'accès aux technologies de la santé pour le Covid, qui a été appelée de ses voeux par le président Macron et repris après ça par Ursula von der Leyen, et qui à travers une opération un peu qui ressemble au Téléthon, a obtenu d'abord 7 milliards, une promesse de dons de 7 milliards de doses pour quatre piliers, un pilier vaccin, médicaments, diagnostic, système de santé. Donc là, je vais parler seulement du côté vaccin, où 4 milliards avaient été promis pour l'initiative COVAX, qui est donc le pilier vaccin d'ACTA. Depuis, d'autres promesses de dons ont été faites, et très récemment, donc les États-Unis, qui ne faisaient pas partie de COVAX, ont promis à Gavi, pas à COVAX, parce que COVAX, ça a l'air d'être l'OMS, donc ça ne leur plaît pas trop, mais à Gavi, en tout cas, 4 milliards de dollars pour du vaccin Covid. Alors, dans COVAX, il y a un objectif, donc, de pouvoir délivrer 2 milliards de doses en 2021. Donc, c'est quand même beaucoup, mais comme vous voyez, par rapport à la taille de la population à couvrir, ça ne couvre pas beaucoup de dizaines de pourcents de la population. Les rôles ont été distribués de la façon suivante. Donc, CEPI, qui est un partenariat public-privé, s'occupe de la R&D. Gavi a monté une centrale d'achat, et l'OMS est responsable des appels normatifs et de la préparation des pays, puisqu'évidemment, avant de leur envoyer du vaccin, on veut être sûr quand même qu'ils sachent qu'ils aient mis au point leurs conditions de déploiement de ce vaccin. Le problème qu'on a, c'est quel vaccin? Quel vaccin peut être disponible pour COVAX? Alors, il faut que ces vaccins aient reçu une bénédiction de l'OMS. C'est seulement dans ce cas-là que Gavi peut acheter ces vaccins. Le seul vaccin qui a pour le moment une autorisation d'urgence de l'OMS, qui est la préqualification d'urgence, c'est le vaccin Pfizer. Les autres sont en cours d'entretien, d'examen.
Alors, il y a des produits alternatifs, évidemment, la Russie, la Chine, mais la Russie et la Chine utilisent leur vaccin pour la diplomatie du vaccin. Donc, bien qu'ils demandent une préqualification, une opinion de l'OMS, on se demande pourquoi, c'est plutôt du prestige, mais ils utilisent leur vaccin pour leurs aspects de relations internationales. Et on pense qu'à COVAX, on va pouvoir commencer à distribuer du vaccin au mois de février, mais on est très dépendant en fait des vaccins qui sont offerts et de leur homologation. Et on espère que le vaccin d'AstraZeneca, malgré la communication absolument catastrophique qu'ils ont eue de leurs résultats, pourra finalement être autorisé par d'autres pays que la Grande-Bretagne, l'Argentine, etc. et pourra obtenir un aval de l'OMS et pourra être acquis le plus vite possible par Gavi, par COVAX. Alors, évidemment, c'est un vaccin qui est moins efficace au moins contre le Covid non grave que le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna. Et se poser la question de savoir est-ce qu'on aura l'air de déployer à travers COVAX un vaccin pour les pauvres? Sûrement non, parce que le fait que les Britanniques l'utilisent largement veut indiquer qu'effectivement, en aucun cas, il faut considérer ce vaccin comme un vaccin dégradé. Et effectivement, un vaccin même avec 60-65% d'efficacité et une bonne efficacité contre les maladies sévères peut avoir un impact important de santé publique. Alors, où est la cible? Le COVAX, comme l'OMS envisage de procurer du vaccin et d'aider les pays pauvres à avoir du vaccin jusqu'à 60%, mais d'autres organisations ne veulent pas s'en arrêter là. Donc l'Union africaine a annoncé maintenant qu'ils avaient fait et qu'ils allaient faire des achats de vaccins pour les pays. Le CDC africain dit que les pays doivent pouvoir vacciner jusqu'à 60% de leur population. Il y aura des donations des pays riches et l'Union européenne est en train d'essayer d'avancer vers une donation dans laquelle une proportion des vaccins qu'ils ont achetés pour eux-mêmes pourrait être mise à la disposition des pays qui en ont besoin. Le Canada, dont on sait qu'ils ont acheté pour couvrir 500% de leur population, auront sûrement du vaccin intro, mais ceci reste extrêmement flou, extrêmement compétitif entre les différentes initiatives et on voit bien qu'on se débat beaucoup dans les différentes tensions qu'on a entre les objectifs et les aspects nationalistes et globaux. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment Marie-Paul, tu as vraiment répondu exactement à l'attente de ce webinaire sur les inégalités. Je voulais juste te demander très rapidement dans la fourniture de vaccins, disons dans les pays du Sud, en tout cas dans les pays à système de santé relativement fragile, il y a bien entendu la nature des vaccins et en particulier la logistique qui va être un élément important. Que sais-tu par rapport au vaccin mARN des travaux qui consistent chez Pfizer en particulier à essayer de mettre au point une forme lyophilisée de manière à faciliter considérablement la logistique de distribution? Alors, des travaux sont en cours chez Pfizer, chez Moderna aussi, pour arriver à avoir des modes de conservation des vaccins qui sont plus faciles. Moins 70, c'est difficile. C'est difficile pour les pays riches, c'est encore plus difficile pour les pays pauvres. Je vois qu'on parle d'acheter des vaccins AstraZeneca même à COVAX pour les pays pauvres. On peut se poser la question de savoir si ça vaut vraiment la peine, parce que moi, j'ai utilisé, quand j'ai été responsable de l'essai clinique de vaccin Ebola en Guinée, on a dû acheter des frigos à moins 80 pour la Guinée parce que c'était pareil des vaccins qui se gardaient à moins 70. C'était en 2015, donc maintenant, 5 ans après, j'ai eu une photo récemment de l'état des congélateurs à moins 80 qu'on avait achetés. Et ils sont pleins de poussière dans un hangar. Est-ce que l'achat de ces instruments est vraiment un bon usage de l'argent public d'aide au développement? On peut se poser la question. Donc c'est très important que Pfizer travaille là-dessus. Mais bon, malgré tout, ça va prendre bien quelques mois pour arriver à avoir un résultat là-dessus. Et beaucoup pourrait dépendre aussi de la qualité du niveau de protection obtenu par les vaccins inactivés type vaccin grippe tels qu'ils sont développés par Sinovac, par exemple, par la Chine. Est-ce qu'on a des données préliminaires montrant des efficacités protectrices aussi élevées que le vaccin mARN
voire même le vaccin Oxford AstraZeneca? Alors, on n'a pas de données. Il y a des données, il y a des pubs, évidemment, en plus avec la Covid, les résultats scientifiques ne sont pas publiés dans les revues, elles sont dans les communiqués de presse. Alors, pour le vaccin développé par Sinopharm, la branche de Pékin, donc le consortium national chinois, on a parlé de 80 et quelques % d'efficacité, mais personne n'a vu aucune donnée. Alors, les données de Sinovac, je fais confiance aux données, j'ai de bonnes raisons de faire confiance aux données de Sinovac qui ont été corrigées, republiées maintenant par Butantan, qui montrent une efficacité de 50% contre le Covid, quelle que soit sa force, donc y compris les formes très très légères, et 78% contre les grades 3 de l'OMS et 100%, mais du tout petit nombre, contre les grades 4. Donc, ça donnerait un vaccin qui est moyennement efficace contre le Covid, donc il n'empêchera pas la transmission, ça c'est clair, mais qui serait quand même bien efficace contre des formes sévères. Et donc, c'est un vaccin qui vaudrait la peine d'être utilisé, à mon avis. Vaccin type grippe saisonnière, quoi. Bon, un peu mieux même. Un peu mieux, d'accord. La grippe saisonnière, c'est entre 30 et 60. Oui, selon et pas chez les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est 10 et 30. Vanessa, Michel, est-ce que vous voyez des questions à poser à Marie-Paul, qui doit d'ailleurs nous quitter dans quelques minutes? Oui, voilà, on a une question de Michel De Wilde, du docteur Michel De Wilde, pardon. Alors, je retrouve la question. Il demande, Marie-Paul, si vous pouvez commenter sur la disponibilité des vaccins, lesquels sont plus faciles à utiliser, plus disponibles en plus grande quantité, mais aussi moins efficaces. Merci Michel. Tu sais ça aussi bien que moi, mais je vais essayer de répondre. Le vaccin qui est le plus disponible, parce qu'il est un des seuls qui soit enregistré actuellement, c'est dans tous les pays, la plupart des pays, c'est le vaccin de Pfizer BioNTech. Alors, ils ont révisé leur offre à la hausse, puisqu'ils avaient d'abord dit qu'ils pouvaient produire jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021, et maintenant ils en sont à 2 milliards de doses, parce qu'ils ont trouvé d'autres firmes qui peuvent faire les dernières étapes de conditionnement, etc. Donc 2 milliards de doses ici. AstraZeneca, sans doute à peu près la même chose, autour de 2 milliards de doses, entre ce qui est produit par AstraZeneca soi-même, enfin et ses sous-traitants, et ce qui sera produit par Serum Institute of India. Donc ça, ce sont les plus importants d'un point de vue dose, je pense. Après ça, le reste est un peu plus incertain. Donc, si la Chine met effectivement tous leurs producteurs à produire du vaccin inactivé, ça va faire des quantités importantes, mais il faut savoir aussi que la Chine veut vacciner 1 milliard de personnes et 1 milliard de personnes, c'est 2 milliards de doses. Donc, combien va être disponible de façon globale en dehors de ce qui est utilisé pour la diplomatie du vaccin? C'est difficile à savoir pour le moment. D'autres producteurs, des producteurs alternatifs pourraient voir le jour. Donc évidemment, il y a j'ai déjà parlé d'AstraZeneca, il y a Janssen. On ne connaît encore pas du tout l'efficacité du vaccin Janssen, donc il faut encore se voir là-dessus. Si ce vaccin est efficace, Janssen l'essaye à une dose, à une administration. Ils ont un autre essai pour 2 administrations. S'il pouvait être efficace à une administration, ce serait une bonne nouvelle. Mais je pense qu'en 2021, on a peu de chances d'avoir plus que, allez, soyons larges, 5 ou 6 milliards de doses disponibles au niveau mondial pour cette année. Merci Marie-Paul. Je crois que, en dépit peut-être de quelques questions, je préférerais clore ici pour passer la parole à Michel pour la conclusion de ce webinaire. Avant de le faire, je voudrais juste, encore une fois, te remercier et remercier tous nos conférenciers. C'était vraiment une matinée extraordinaire. Je voudrais aussi dire qu'au mois de décembre, le comité d'éthique nationale de Belgique a publié un très très beau document sur l'éthique de la vaccination contre Covid. Je pense que peut-être il a bien circulé en Belgique, mais je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup circulé en France. Ça vaudrait véritablement le coup de faire circuler ce document qui est d'une lecture vraiment passionnante. Merci. Michel?
Bien, mais je voudrais d'abord, avec Philippe, remercier très sincèrement tous les intervenants, mais aussi Vanessa Costanzo et son équipe qui ont assuré un déroulé presque sans accroc, et aussi ma collaboratrice Caroline Van Swieten à l'Institut 3H qui nous a aidé à mettre sur pied ce webinaire. Je serai bref pour la conclusion. Face à toutes ces inégalités que nous avons évoquées aujourd'hui, certaines continueront à se creuser si nous sommes incapables de tirer les leçons du passé. En fait, avec Philippe Sansonetti, nous aurions rêvé d'un autre dialogue franco-belge entre Jules Bordet et Charles Nicolle, ces deux grandes figures pastoriennes, et nous nous interrogeons souvent sur ce qu'ils feraient aujourd'hui. Et sans doute Charles Nicolle nous rappellerait-il l'introduction de son ouvrage « Destin des maladies infectieuses » publié en 1933. Voici ce qu'il écrivait, je conclurai là-dessus. Il y aura des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées. Adultes, pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? Et aussi, la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Merci encore à toutes et à tous. Alors merci Philippe, merci Michel. Et puis pour répondre peut-être à ta question, Michel, tu te demandes aujourd'hui encore ce que Pasteur aurait dit ou Bordet aurait dit, mais moi je pense que dans quelques dizaines d'années, probablement d'autres chercheurs se demanderont ce que Philippe Sansonetti, Michel Goldman ou l'un des intervenants de ce panel aujourd'hui aurait pensé ou aurait dit, parce que je pense que vous avez tous fait un travail exceptionnel cette année et que c'était surtout un travail sans relâche. C'était vraiment agréable de pouvoir le partager. Les conférences étaient passionnantes. On a tous eu l'impression de manquer de temps. Et au public du Collège de France et du Collège Belgique, eh bien, sachez que ça commence à être une habitude d'avoir d'excellents orateurs et du coup de se sentir un petit peu pris par le temps. Ce sera probablement la même chose la prochaine fois avec ce webinaire dont Michel vous a déjà parlé, qui sera consacré à l'économie et aux leçons que nous pouvons tirer de la pandémie. Vous allez prochainement recevoir les invitations. D'ici là, portez-vous bien, continuez à vous protéger et passez tous une belle journée. Merci Vanessa.